Gorumba, c'est à Saint-Louis, RFM 18h, le journal, voici les titres. Université Gaston Berger de Saint-Louis, une pensée pour Fallou Sène. Les camarades du défunt ont initié une journée de prière. L'avocat de la famille, Maître Hassan Diomandiaye, lui annonce une saisine de la Cour de justice de la CEDEAO parce que le dossier n'a pas avancé, a-t-il dit, vous l'entendrez. La présidente du Haut Conseil du dialogue social dit espérer un déclic pour éviter à l'UGB ce genre de drame. Annonce faite par Innocence Tabndiaye qui salue l'esprit d'ouverture des étudiants. Vous l'entendrez, elle est sur place. Le drame donc à Sikatroum, c'est dans la région de Kaolack. 8 morts hier dans des accidents. L'enquête révèle que les deux véhicules n'avaient pas de visite technique. Détail dans ce journal. Sport, Abdou Diouf Junior, Yonutol Mamadou Amar Ndione, Pierre Mbahan Gomis sera en ligne pour évoquer, donc parler des multiples accidents qui impliquent les chauffeurs. Il est le premier vice-président national du syndicat des transports routiers affilié à la CNTS. À la technique pour ce 18h, Ramadine Ndiaye au micro Jo Maron. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, une visite guidée dans la chambre 5G4 du village du campus social. Mohamed Fallou Sène y habitait. Ses camarades et voisins de chambre gardent un triste souvenir du 15 mai à laquelle l'étudiant est tombé sous les balles il y a un an. Mohamed Nabissila. À la chambre 5 du G4 du village D, les camarades voisins de Mohamedou Fallou Sène se souviennent de la triste nouvelle du 15 mai 2018. Nous étions là dans la chambre, un ami, il a frappé la porte. Il a dit qu'il s'est blessé. Mon esprit vraiment a commencé à douter, quoi. Quelques minutes, j'ai entendu des cris. Moi et Babo, automatiquement, on a sauté sur mes véhicules vers l'hôpital régional de Saint-Louis. Le choc et l'émotion sont encore perceptibles chez Salif Soumaré qui a tenu à ajouter à son témoignage. Fallou, c'était quelqu'un, il donnait cœur à ses études. Avant le jour de sa mort, il s'est déjà inscrit. Il a déjà, par exemple, pris sa carte d'étudiant. Alors qu'il y a plein d'étudiants, ils ne pensaient même pas à cela. C'était quelqu'un vraiment de sérieux sur ce qu'il faisait, qui vouait du respect à ses semblables, mais aussi à ses anciens. Et son camarade Baba Gale Diao évoque le bon voisinage avec le défunt, évoquant quelques anecdotes. Ça a été un choc d'une manière très brusque, mais nous retenons de lui des qualités essentielles. Si on peut avoir des anecdotes, c'est surtout par rapport aussi à sa générosité. Il a pris une chemise dans son normal, il m'a dit, ah grand, cette chemise-là, il dirait bien. Je dis, ah bon, pourquoi tu as pensé à moi? Il dit, ah, je sais que tu aimes les belles chemises. Bon. Avec Fallou, c'était quelque chose de très fort, quelque chose de très naturel. Un gars qui ne forçait pas les choses, qui aimait aussi apprendre auprès des aînés. Fallou Sène reste dans le cœur de ses camarades du FR, ses proches de l'amicale des étudiants de Diourbel et ses condisciples de l'université Gaston Berger. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Ce mercredi, c'est une journée de recueillement à l'UGB, des prières et une procession vers la stèle érigée au sein du campus en mémoire du défunt étudiant. Et à l'instant même, une conférence est animée, c'est par Oustaz Anne. Nous y reviendrons. Innocence Tabndiaye qui est à l'UGB, la présidente du Haut Conseil du dialogue social, dit espérer un déclic pour éviter ce genre de situation à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Innocence Tabndiaye, que vous entendrez, dit saluer l'esprit d'ouverture des négociations des étudiants. Ces propos sont recueillis par Mohamed Nabissila. Depuis le 17 avril, nous sommes ici à Saint-Louis, faisant des allers-retours et discutant avec les parties prenantes de l'UGB. Et il est ressorti de nos discussions qu'il y avait véritablement un problème de communication et de dialogue. Les étudiants ont déposé sur la table de l'administration de l'université une plateforme revendicative. Et le point le plus important par ordre de priorité, c'est l'assainissement, le réseau d'assainissement. Le ministre a envoyé ici une mission pour regarder ce problème d'assainissement. Au niveau de la coordination, ils ont aussi fait des efforts parce que le dialogue social, c'est également cela. Tout doucement, ils ont su lever le mot d'ordre de journée sans ticket. Je pense qu'à partir de ce jour, les étudiants vont avec l'administration de l'UGB inaugurer une nouvelle ère.
une ère de paix. L'avocat de la famille de Falloussène qui dénonce les lenteurs dans la procédure judiciaire, Maître Hassan Diomandiaye estime que rien ne peut justifier cette situation. Il n'exclut pas de saisir la Cour de justice de la CEDEAO sur ce dossier. Maître Hassan Diomandiaye était l'invité de RFM Matin. Depuis l'enquête qui a été diligentée à Saint-Louis et la transmission du dossier auprès du procureur près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, nous n'avons aucune information par rapport à cette affaire. Je pense qu'il est inadmissible qu'au regard de la gravité des faits, du trouble à l'ordre public et de l'émotion, du psychotraumatisme qui ont jalonné cette affaire, qu'on n'ait pas pu poser des actes de nature à faire penser tant soit peu qu'il y a au moins une procédure judiciaire en cours. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est que le dossier est au point mort, le dossier est dans les tiroirs. Est-ce que cette lenteur n'est pas due au fait que le procureur doit d'abord recevoir un ordre de poursuite venant du ministre des Forces armées, étant donné que le mis en cause est un gendarme? Oui, on a l'habitude de dire qu'il y a une solidarité gouvernementale et je ne crois pas qu'un ministre des Forces armées puisse entraver l'action d'un gouvernement. Et dans tous les cas, cette procédure ne peut pas aller au-delà de 2 mois. Donc aujourd'hui qu'on soit à 1 an, ne peut pas être dû à un retard par rapport à la délivrance de notre procédure. Donc nous voulons encore croire à notre justice, nous voulons encore croire à la lucidité de nos dirigeants en espérant qu'on fera en sorte que cette affaire soit jugée dans les meilleurs délais. Autrement, évidemment, nous serons obligés de nous en référer à d'autres juridictions. La CEDEAO, c'est celle qui est la plus appropriée et qui a tendance d'ailleurs à devenir une juridiction de droit commun du Sénégal. Kabato Kissi à Kaolack, RFM 18h05. RFM, partout, tout le temps. Le rapport sur l'accident d'hier à Sikatrom sur la route de Nioro qui révèle que le minicar avait une fausse carte grise. Ce n'est pas tout, les 2 véhicules n'avaient pas de visite technique selon des informations obtenues par RFM. Cet accident a fait 8 morts et une vingtaine de blessés. Et là, D'après les premiers éléments sur cet accident, le minicar immatriculé KL 2127C circulait avec une fausse carte grise et les vérifications faites par les différents services ont permis de découvrir que cette carte grise est celle d'un particulier, une Mercedes de série E200. Le minicar qui transportait des passagers est entré en collision frontale avec un camion Ben DK 8004D qui roulait dans le sens Kaolack-Nioro. En croire toujours nos sources, aucun des 2 véhicules n'avait la visite technique qui doit pourtant se faire tous les 6 mois pour les véhicules de transport en commun et les poids lourds. D'après le rapport sur l'accident, le chauffeur du camion en état de somnolence aurait perdu le contrôle de son véhicule pour aller heurter de plein fouet le minicar. Il est mort sur le coup, de même que le chauffeur du minicar. Au total, 8 personnes ont perdu la vie dans cette collision, une vingtaine d'autres sont blessés. Certains blessés se trouvent d'ailleurs dans un état critique à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack où ils ont été évacués. Un peu avant cet accident, sur la route de Nioro, une autre collision entre un véhicule particulier et un bus de transport en commun a fait des blessés graves sur la route nationale à hauteur de Diouroup dans la région de Fatick avant-hier lundi. Un autre accident a fait 4 morts à hauteur du pont de Thiaroye. Cette série noire sur nos routes préoccupe les autorités. Selon nos informations, le nouveau ministre des Transports, Maître Oumar Youm, va faire une déclaration sur la question vendredi lors de sa visite à la gare des Beaux-Maraîchers. Une visite qui sera suivie d'un point de presse pour parler de l'épineux problème des accidents qui se multiplient avec le lot de victimes. Et là, les routes qui deviennent des mouroirs. Entre lundi et mardi, 12 personnes ont perdu la vie, 59 ont été blessés dans des accidents entre donc Dakar et Nioro. Les usagers rencontrés expliquent que ces accidents sont souvent dus au non-respect du code de la route. Reportage de Koumba Sandian Faye. Cet automobiliste a des problèmes techniques avec les pneus de son véhicule. Il est venu solliciter les services de Hadim, vendeur de pneus, sur l'avenue Blaise Diagne. Des rues spécialement dédiées à la vente de pneus, moteurs et autres pièces détachées. Les automobilistes y trouvent tout ce dont ils ont besoin. Des pneus de différents types et pour différents véhicules. Toute une procédure pour aussi le montage. Je vends des pneus pour les véhicules 4x4, camions et autres. Notre cantine, El Hadj, vend des pneus. Il est aussi vulcanisateur. Nos pneus pour la plupart viennent du Japon. Parfois, ce sont les outils des véhicules qui ne fonctionnent plus. Du coup, cela peut avoir un impact sur l'usage des pneus.
mooy waral paralysement bi foog nga monter ci beneen pneu dem régler paralysement bi pneu neige day am pneu neige pneu yoo xam ne boo ko monter fii day riir boo ko monter ci oto bi muy riir. Le technicien déplore le non-renouvellement du pneu chez les automobilistes, une situation souvent source de problèmes, pouvant entraîner des accidents de circulation. Ils ne viennent que quand ils ont des problèmes. Ils ne renouvellent pas les pneus quand il faut le faire. Ils attendent que cela soit défectueux pour le faire. L'absence de qualification pour le montage est aussi décriée. Toumba Sandiane Faye, depuis plus d'une semaine, 25 villages de Koutal, c'est dans la région de Kaolack qui souffrent d'une pénurie d'eau. Le directeur de l'Office des forages ruraux a fait le déplacement. Il propose comme solution provisoire le raccordement de ces 25 villages au forage de Koumbal en attendant de trouver une solution au problème du forage principal, c'est-à-dire le forage de Koutal. Ibrahim Diamé. Les populations de Koutal et environ vont certes incessamment étancher leur soif après une semaine sans eau. Le directeur de l'Office des forages ruraux et son équipe ont effectué une descente sur les lieux pour trouver une solution dans l'immédiat. Il s'agit de raccorder les villages touchés au forage de Koumbal. Sénida, au directeur de l'OFOR. Il y a un forage qui existe à Koumbal qui était fermé depuis des années suite au raccordement de ce village à Sinkimbutu. Dans le cadre donc d'un transfert d'eau et avec l'ouverture de ce forage, ça nous permettra de faire des interconnexions. La première interconnexion est déjà réalisée depuis le 9 mai et ça dessert 9 villages sur 16. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la deuxième connexion qui va prendre donc le réseau à partir de Sanguil-Peul jusqu'au niveau du Goudron. Et cela permettra donc de régler provisoirement donc le problème. Une solution provisoire donc, la solution définitive passe nécessairement par le rétablissement du forage de Koutal qui avait lâché. Bon, la solution définitive du forage de Koutal, nous allons mobiliser les moyens nécessaires pour procéder à son renouvellement. Vous le savez, et réaliser un forage, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en 2 jours, ça prend du temps. Donc, en tout cas, les autorités sont informées et les ressources nécessaires sont en train d'être recherchées pour procéder au renouvellement le plus rapidement possible. Le directeur de l'OFOR était accompagné par Madame le maire de Ndiafat, Aïssatou Ndiaye Tall, une visite qui fait suite aux manifestations des populations qui avaient barré la route pour exiger le retour de l'eau dans le robinet. Ibrahim Djamé Koutal, Radio Futur Média. Le préfet de Louga qui a annoncé une opération de désencombrement de la voie publique, une décision à laquelle adhèrent les populations et les commerçants. Ces derniers, par contre, demandent aux autorités de les recaser une fois que l'opération est effectuée. Le reportage de notre correspondant à Louga, Abraham Polpouy. Sur l'avenue de la gare, Cheikh Ahmadou Bamba, un constat, une occupation anarchique de la voie publique, des kiosques, des étals, trottoirs transformés en mini-marché, une situation que dénonce Marem Ndiaye, une citoyenne. Regardez bien l'avenue, comment elle est occupée. Des vendeurs de pastèques devant la préfecture, des sacs d'oignons à l'école 1. Mais je n'ai plus de trottoir pour marcher. Anormal, l'occupation anarchique freine le développement d'une ville. Occupation anarchique day yak dëkk bo dem fekk ko fa rek xamal ni dëkk ba avancé wul. Madiodio, chauffeur de taxi, interpelle les autorités pour le suivi de l'opération annoncée une fois lancée. Chaque année, nous voyons le gouverneur et les sapeurs-pompiers mener des campagnes de désencombrement, mais rien ne représente la loi. Ils peuvent réussir l'opération. C'est possible. Avant les sommations et le passage à l'acte, les vendeurs demandent au préfet et à la mairie de trouver un site pour les reloger. Nous demandons aux autorités de trouver un site pour recaser tous les vendeurs. C'est notre gagne-pain. Associée à cette campagne, la mairie de Louga salue cette décision. Cette campagne de désencombrement des artères de la ville de Louga entre dans le cadre de l'opération Louga Zéro Déchet pour protéger, sauvegarder et avoir un meilleur cadre de vie. Abraham Paul Pouy Louga, Radio Futur Média. Abdou Diouf Junior, bonsoir. Bonsoir Joe Maron. Et Abdou Diouf Junior pour présenter le sport. Abdou Diouf, nous parlons de football, préparation mondiale U20. Le Sénégal perd devant l'Uruguay. Les Lionceaux ont été battus 2-1. Ils avaient pourtant ouvert le score dès la 17e minute par Mamadou Youssouf Badji.
l'attaquant du Casa Sport. Ils se sont fait rattraper par Rodriguez à la 25e avant d'être surclassés grâce à Darwin qui a marqué le second but de la Céleste à la 32e minute. Les protégés de Youssouf Dabo préparent le mondial U20 qui se jouera sur place en Pologne à partir du 21 mai. Les Lionceaux vont jouer leur deuxième match de préparation. Ce sera le 17 mai prochain contre le Panama. Le Sénégal partage sa poule avec le pays hôte, la Pologne, la Colombie et Tahiti. L'Afrique du Sud, le Nigeria et le Mali sont les autres représentants de l'Afrique à ce mondial U20. Football toujours, CAN 2019, l'Égypte qui baisse le prix des billets. Le comité d'organisation égyptien compte ainsi mettre un terme à la polémique née de la cherté des billets, notamment pour les matchs des Pharaons. Une légère baisse après la révolte de certains supporters. La CAN 2019 se joue donc en Égypte du 21 juin plutôt, au 19 juillet prochain. Le pays hôte partage sa poule avec le Zimbabwe, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Football en Europe, Jo Marone, la finale de la Coupe d'Italie se joue à 18h45. Et vous allez suivre tout cela, Abdou Diouf Junior. Basket, Coupe du maire, je pense le maire de Dakar, Abdou Diouf Junior. Donc chez les messieurs, Douane est en demi-finale. Les Gablous ont pris le meilleur sur les académiciens de Guédiawaye Basket, 75-56. À l'instant se joue le second match de ces quarts de finale de la Coupe du maire de Dakar entre le Dakar Université Club et l'AS Ville de Dakar. Abdoulaye Diop en direct du stadium Marius Ndiaye. Abdoulaye Diop, les deux équipes s'acheminent vers le Money Time. Faites-nous le point. Merci Abdou Diouf Junior. Actuellement, il reste 4 minutes 31 à jouer. Le Duc est devant avec 66 points devant AS Ville de Dakar qui a 40 points. Le Duc est devant depuis le début du match. Actuellement, il reste 4 minutes, comme je l'ai dit. L'AS Ville de Dakar qui donc fait des lancers francs. Il vient de marquer le premier panier avec 41 points. Le second qui vient juste à l'instant donc d'être marqué par le numéro 9. Retenez juste que pour ce quart de finale, donc Duc s'achemine vers les demi-finales avec 66 points devant l'AS Ville de Dakar. Eh oui, si le match se termine comme cela, tout ce qui est très probable, Abdoulaye Diop, le Duc va rejoindre Douane en demi-finale. Merci Abdoulaye Diop. La suite de ces quarts de finale de demain, donc avec au programme au stadium Marius Ndiaye à 15h, Uzo Saltigué à 16h30, Mermoz Asfa. C'est tout Abdou Diouf Junior. Afagatak Jomar. Abdou Diouf, ne quittez pas, on va prendre peut-être la charrette pour suivre Mamadou Amar Ndione. Dans ces champs, c'est Yonutol. Bonsoir et bienvenue. Le CLPA, le Conseil local de pêche artisanale, nous en parlons. À Saint-Louis, cette organisation encadre et aide à la diffusion des informations de la météo, même avec peu de moyens. Le CLPA exhorte l'État à subventionner davantage ses activités. Mohamed Nabissila. Le Conseil local de pêche est une structure d'alerte, de veille et d'organisation du secteur. Baye Diallo, son coordonnateur, nous explique le rôle dévolu au CLPA et le mode de financement. Nous sommes un groupe consultatif qui accompagne l'État dans nos différents démembrements, à savoir les parties prenantes, dans toute la gestion de la pêche. Et aussi aider l'autorité aussi à la sensibilisation sur les alertes précoces. Donc ça, c'est le rôle du CLPA. Que depuis 2005, les pêcheurs ont payé les permis. Et l'État les avait promis de les verser les 60% pour appuyer les CLPA au fonctionnement. Ce sont seulement les partenaires qui nous appuient. On a la convention locale, le plan d'adaptation, changement climatique, pêche, le manuel de procédure et autres. Il ajoute quelques problèmes décelés, notamment ceux liés à la non-implication de certains pêcheurs. Les pêcheurs qui ne connaissent pas certaines organisations, ils ont la hâte de rentrer dedans. Mais une fois qu'ils rentrent dedans et que tu les convoques des réunions, des fois ils ne viennent pas compte tenu de leurs activités ou autre chose. Ils sont dans un groupe et ils critiquent même le groupe. C'est une méconnaissance. Il faudra renforcer la capacité des acteurs de la pêche. Le leadership de l'administration dans les CLPA n'est pas du goût du syndicat des pêcheurs
artisanaux, dont le secrétaire général Moustapha Dien plaide pour la responsabilisation des acteurs. Le préfet est président du comité local de pêche artisanale, le chef du service départemental de pêche et le secrétaire général, et le trésorier PE de l'État et le trésorier du CLPA. Donc les pêcheurs ne sont que des faire-valoir, alors que les ressources des CLPA sont tirées des permis de pêche. Comment on peut donc faire fonctionner une structure dans le cadre de la cogestion et vouloir que toutes les responsabilités soient occupées par l'administration? Ce que nous voulons, c'est que ces comités soient présidés par les pêcheurs eux-mêmes. C'est depuis 1974 que le gouvernement du Sénégal a responsabilisé aussi bien les paysans que les éleveurs. Donc, on ne peut pas comprendre que jusqu'en 2019, qu'on pense que les pêcheurs ne sont pas suffisamment responsables. En plus des 60% tirés des permis de pêche, l'État appuie avec une subvention de plus de 3 millions de francs CFA pour soutenir les activités. À Ziguinchor, ce sont les conseils locaux de la pêche artisanale qui assurent le relais du service régional de la pêche. Ce sont ces mêmes instances qui aident pêcheurs et mareyeurs à avoir des documents administratifs. Lamine Ba. Le service régional de pêche à lui tout seul ne peut assurer un suivi rapproché de l'ensemble des acteurs du secteur de la pêche. Pour contourner cette contrainte, il s'appuie sur les conseils locaux de pêche artisanale. Mamoudou Thiam est le coordinateur du CLPA d'Elinkina. Nous sommes là pour aider en fait la direction de la pêche à plus se rapprocher de la population de pêcheurs, de prendre en compte les enjeux qui sont liés à l'activité de pêche, à savoir les questions sécuritaires, les questions de préservation de la ressource, mais également de porter l'information envers les pêcheurs. Techniquement, les CLPA assistent les pêcheurs sur le plan social et administratif, explique son coordinateur à Elinkina. Et la pêche, elle est constituée de l'activité de pêche est constituée de pêcheurs, de mareyeurs, de femmes transformatrices. Tous exercent dans l'activité de pêche. Et il faut les organiser. Parce que dans toute activité, s'il n'y a pas d'organisation, ça ne marche pas et il y a un problème de professionnalisation. Donc c'est à nous assigner la responsabilité d'aider le service de pêche, l'agent de pêche, à obliger les pêcheurs à être dans les normes, c'est-à-dire payer leur permis de pêche. Également pour les mareyeurs, inciter les mareyeurs à également avoir la carte de mareyeur. Tout ça, c'est des éléments vraiment à partir desquels vraiment la pêche doit s'appesantir pour aller de l'avant. Les CLPA sont tout de même limités dans leur fonctionnement du fait d'un déficit de moyens financiers et logistiques. Merci à Lamine Ba, Mohamed Nabissila et Abdou Thiam pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonou Tol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Mamadou Amar John, nous attendons d'un moment à l'autre Pierre Mbahan Gomis. Il est le premier vice-président du syndicat national des transports routiers affilié à la CNTS. Donc, on va échanger avec Pierre Mbahan Gomis sur ces multiples accidents de la route. Retenez, en 2 jours, une douzaine de personnes trouvent la mort dans 2 accidents entre Fatick et Kaolack. Et nous allons recevoir Pierre Mbahan Gomis, qui est le premier vice-président du syndicat national des transports routiers affilié à la CNTS. Pierre Mbahan Gomis, que nous aurons certainement avant la fin de ce journal. Il est sur place, 18h24. Pierre Mbahan Gomis, bonsoir. Bonsoir.
Pierre Mbahan Gomis, vous êtes le premier vice-président du syndicat national donc des transports routiers affilié à la CNTS. Monsieur Gomis, en 2 jours, on compte une douzaine de morts dans des accidents de la route. Certains parlent du code, d'autres parlent un peu de l'indiscipline des chauffeurs. Qu'est-ce que vous retenez? Vous dites quoi concrètement? D'abord, nous commençons par présenter nos condoléances à la famille des disparus et souhaiter que le bon Dieu les reçoive dans son paradis et donne bonne guérison aux blessés. Et ceux qui ont perdu aussi leur matériel, que Dieu les renforce les moyens financiers pour pouvoir réfectionner leurs véhicules, bien remplacer les véhicules. Maintenant, par rapport aux accidents et à leur cause, vous avez parlé d'indiscipline. Ah oui, il y a beaucoup oui, on ne peut pas exclure l'indiscipline notoire des usagers. Donc je m'adresse à tous les usagers de la route, que ce soit le conducteur, que ce soit l'agent chargé du contrôle, que ce soit le voyageur, que ce soit le piéton, que ce soit un autre usager qui utilisait la charrette, le véhicule mobile, ou bien qui était en train de faire quoi que ce soit. En tout cas, je m'adresse à tous les usagers qui empruntent les routes, surtout la nationale 1 de Diamniadio jusqu'à Keraït, de Diamniadio jusqu'à Karang, de Diamniadio jusqu'à Kidra. Pourquoi? Parce que moi, c'est un constat que j'ai fait, moi, personnellement, en tant que citoyen, en tant que professionnel, mais en tant que responsable syndical des transports routiers, que c'est la route la plus accidentogène. Mais Pierre, oui? Pierre Mbahan Gomis, le rapport, en tout cas, qui nous est parvenu, on retient une chose, c'est-à-dire le minicar avait une fausse carte grise et les 2 autres véhicules maintenant n'avaient pas de visite technique. À qui la faute? La faute est un peu large et un peu profonde. Si on veut situer la responsabilité, la situation dépasse le chauffeur qui est le responsable du matériel roulant. Mais aussi, il y a sa complicité, ou bien il y a la complicité du conducteur, ou bien il y a la naïveté ou la négligence du conducteur. Parce que je le dis toujours, et je rappelle tout le monde à vérifier les papiers techniques et administratifs qui sont afférents à la conduite des véhicules. Parce qu'on est dans l'obligation de vérifier le matin et l'huile du moteur, mais également on doit vérifier au quotidien les papiers du véhicule. Parce que peut-être par oubli, par négligence, je ne sais pas quel est le motif qui a poussé à ce conducteur de conduire un véhicule affecté au transport public de personnes, qui est un véhicule professionnel à la matière. Le chauffeur est un chauffeur professionnel à la matière. Le propriétaire est un opérateur économique professionnel à la matière, pour qu'on arrive à oublier, qu'on oublie qu'on doit au quotidien vérifier les papiers, que ça soit l'assurance, que ça soit la carte grise. Mais maintenant, si tel est le cas, je pense que ça aussi, je profite de cette occasion qui m'a faite par la RFM, d'être l'attention de tous les conducteurs de payer à l'EPS du début et jusqu'à la fin de la légalité de leurs papiers. Parce que ça aussi, c'est une grosse faute. Le fait qu'un véhicule soit victime d'un accident et qu'on trouve que la visite technique a inspiré ou bien l'assurance n'était plus en cours de validité, ça aussi tu mets encore automatiquement les victimes dans une situation très compliquée. Et maintenant, dans tout cela, en tant que syndicat, qu'est-ce que vous faites concrètement pour réduire un peu ces accidents? Non, c'est-à-dire notre devoir en tant que syndicaliste des transports routiers, c'est notre devoir de tous les jours. C'est pour ça que je ne manquerai pas et je ne cesserai pas à attirer l'attention de nos autorités administratives
juridiques et techniques pour la mise en place d'un centre de formation technique et professionnelle, l'organisation des séminaires de façon décentralisée. On organise des séminaires périodiquement pour éviter, pour bannir certaines maladies. On peut prendre l'exemple du sida, on peut prendre l'exemple du paludisme. Et pourquoi pas ce qu'on fasse sur ces maladies-là, qu'on le fasse bien, qu'on fasse plus et bien qu'on fasse mieux pour pouvoir bannir les accidents de la circulation. Il y a trop de morts comme ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. C'est pas parce qu'on n'est pas mort, c'est pas parce qu'on n'a pas perdu notre papa ou notre maman ou notre dame ou notre fils qu'on n'ait pas le courage de dire qu'il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts comme sur les routes. Ça aussi, nous prions pour que le bon Dieu nous donne des solutions à ça. Mais la solution aussi, c'est parce que la responsabilité est partagée. Okay. Il y a la responsabilité des acteurs, mais il y a la responsabilité des autorités. Mais qui dit autorité dit l'État. Donc, pour le résumer, c'est la responsabilité, grosso modo, de l'État. Parce que nous aussi, en tant qu'acteurs professionnels, c'est l'État qui nous contrôle. Nous, en tant qu'usagers, passagers, c'est l'État qui nous contrôle et qui nous organise et qui nous défend. Okay. Donc, je pense que c'est à l'État de revoir et de réfléchir avec les acteurs, de réfléchir avec les responsables des transports, que ça soit sur le plan administratif, que ça soit sur le plan syndical, que ça soit sur le plan professionnel, ensemble, avec courage, de façon transparente, de façon très démocratique, pour trouver une solution. En tout cas, il est temps que nous arrivons ici au Sénégal de trouver une bonne solution pour mettre fin à cette situation. Pierre Mbahan Gomis. En tout cas, il y a trop d'accidents aussi. On vous a bien compris, Pierre Mbahan Gomis. On aura certainement d'autres occasions pour développer davantage vos idées. Merci beaucoup pour la disponibilité, Pierre Mbahan Gomis. C'est moi qui vous remercie, la RFM, c'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin de ce journal, je rappelle les titres. Université Gaston Berger de Saint-Louis, une pensée pour Falloussen. Les camarades du défunt ont initié une journée de prière. L'avocat de la famille, Maître Hassan Dioma Ndiaye, annonce une saisine de la Cour de justice de la CEDEAO parce que, dit-il, le dossier n'a pas avancé. La présidente du Haut Conseil du dialogue social qui dit espérer un déclic pour éviter à l'UGB ce genre de drame, annonce faite par Innocence Tavnia qui salue l'esprit d'ouverture des étudiants et les présentements à Saint-Louis. Ce drame a 6 cas trauma dans la région de Kaolack, 8 morts hier dans des accidents. L'enquête révèle que les 2 véhicules n'avaient pas de visite technique. Le sport, c'était l'affaire d'Abdou Diouf Junior, Yonutol Mamadou Amar Ndione. Pierre Mbahan Gomis était donc en ligne pour parler des multiples accidents qui impliquent les chauffeurs. Il est le premier vice-président national du syndicat des transports routiers affilié à la CNTS. Ce journal a été présenté par Jo Maron Technique. Amadi Ndiaye, merci d'avoir suivi. RFM, bienvenue chez vous. Publicité sur RFM.